Bonjour, je m'appelle Enrico Mombelli. Je travaille à l'Institut de l'environnement industriel et des risques, INERIS, et je m'occupe des modélisations structure-activité, aussi connues sous l'acronyme de modélisation QSAR. C'est une forme de modélisation qui essaye de prédire les effets toxicologiques d'une substance chimique en fonction de sa structure chimique. Et je voudrais remercier les organisateurs du congrès pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous l'expérience que j'ai accumulée depuis une dizaine d'années sur les concepts d'AOP, des chemins de l'effet néfaste, dont j'ai témoigné la naissance à l'OCDE en 2010. Je vais rentrer dans les vifs du sujet et je vais vous parler des chemins de l'effet néfaste, les Adverse Outcome Pathway. Et donc, comme je vous disais, j'ai témoigné la naissance en 2010 à l'OCDE et je l'ai suivi tout au long d'une décennie et je partage avec vous mes connaissances. Les contenus de la présentation est axé autour de 4 questions clés. Tout d'abord, la définition des chemins de l'effet néfaste. Quels bénéfices et applications immédiats nous pouvons en tirer? Et vers la fin de la présentation, je parlerai de façon plus spécifique des deux sujets qui sont au cœur du congrès de la SFSE, donc l'évaluation des toxicités des mélanges et la biosurveillance, et de quelle façon les concepts d'AOP peuvent interagir avec ces deux disciplines. Donc, les schémas de l'effet néfaste, Adverse Outcome Pathways, ont été postulés et proposés en littérature en 2010 par Ankley. Et donc, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont d'actualité dans le domaine de la toxicologie réglementaire. Et ce qu'ils font, ils décrivent les changements mesurables des événements clés de l'état d'un système vivant à chaque niveau d'organisation biologique. Donc, c'est un enchaînement des relations cause-effet entre différents niveaux d'organisation biologique qui amènent, à partir d'un événement moléculaire initiateur jusqu'à un effet néfaste qui peut être au niveau d'un organisme, au niveau d'une population notamment pour l'écotoxicologie. Donc, la première étape, c'est un événement moléculaire initiateur, c'est le premier événement clé, qui peut être, par exemple, l'interaction avec des récepteurs nucléaires d'une substance chimique, plutôt que la formation d'une liaison covalente entre une substance chimique et, disons, les protéines du derme ou des acides nucléiques. Après, les deuxièmes niveaux d'organisation biologique qui peuvent être perturbés, ce sont des réponses au niveau cellulaire ou tissulaire. Dans les cas, par exemple, de la sensibilisation cutanée, peuvent être l'induction de la réponse des kératinocytes. Et on passe au niveau des organes, qui est le niveau d'organisation biologique suivante. Par exemple, dans la sensibilisation cutanée, ça peut être la stimulation des granules lymphatiques et la prolifération des lymphocytes. Et on arrive enfin à un effet néfaste qui a une pertinence réglementaire et qui peut être, dans les cas que je vais décrire par rapport à tous les événements clés de la sensibilisation cutanée, ça peut être juste une réaction allergique suite à l'exposition à des substances chimiques. Ce qui est important, c'est que tous ces événements clés sont reliés entre eux par des key event relationships, et donc ce sont des relations cause-effet qui expliquent de quelle façon l'événement qui est en amont a un effet, des causes-effets sur l'événement en aval. Les AOP doivent suivre, bien entendu, lors de leur processus de validation, les critères de Bradford-Hill qui sont utilisés en épidémiologie pour pouvoir corroborer leur validité. Il sert, dans les concepts de toxicologie du XXIe siècle, à ancrer aussi des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Par exemple, par rapport aux événements moléculaires initiateurs, on peut intégrer ce qui est ma discipline, donc la modélisation sur l'activité, pour les prédire. Niveau des réponses au niveau cellulaire ou tissulaire, nous pouvons intégrer des tests in vitro. Niveau des organes, il y a plusieurs disciplines, notamment en silico, comme le travail qui est fait à l'INRIA sur des lobules hépatiques en silico, donc par ordinateur, ou des organes sur pouce. Et ce qui est important à observer, c'est que les schémas de l'effet néfaste sont chimiquement non spécifiques, c'est-à-dire qu'ils décrivent juste des étapes
entre des niveaux différents d'organisation biologique, mais ils ne décrivent pas les modes d'action spécifiques d'une substance chimique. Ils ne décrivent pas non plus les aspects toxicocinétiques de cette substance. Après, ils sont modulaires parce que chaque module, chaque événement clé, chaque bloc que j'ai décrit peut être recyclé et utilisé au sein d'autres AOP. Ils sont très pragmatiques parce qu'il ne faut pas détailler tous les mécanismes, mais qui sont les mécanismes essentiels pour la survenue d'un effet néfaste. Et il y a le concept du living document, c'est-à-dire que ce sont des concepts qui ne sont pas gravés dans les marbres, mais si les connaissances évoluent, les AOP évoluent avec les niveaux de connaissances scientifiques actuels. Et donc, il présente un cadre conceptuel pour rationaliser la grande quantité d'informations toxicologiques qui est disponible dans la littérature, tout en intégrant les méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Parce qu'il faut imaginer que les décideurs en toxicologie réglementaire, ils sont submergés par une quantité d'informations qui est considérable et qui donc les fait les rationaliser et par rapport, grâce aux AOP, leur simplifie la vie. Après, ils sont appliqués leur développement d'approches intégrées en matière d'essai et d'évaluation, les IATA. Et à l'état actuel, il y a 23 études de cas publiées par l'OCDE parce qu'au sein du IATA, on peut intégrer toutes les données qui viennent des méthodes alternatives. Et la force probante de ces données permet de conclure ou sur la toxicité ou manque de toxicité d'une substance ou d'identifier des lacunes informationnelles et planifier des essais supplémentaires. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une application qui concerne ma discipline, la modélisation de structurativité QSAR, l'équilibrage virtuel en silico. Si nous considérons la stéatose hépatique non alcoolique, qui correspond comme effet néfaste à une surcharge en graisse du foie, nous avons des événements initiateurs qui sont à gauche, et on se propose de les analyser. Il y a des événements initiateurs qui concernent les récepteurs activés par le proliférateur des peroxysomes plutôt que par les LiverX receptors qui concernent le métabolisme des acides gras. Il y a des événements initiateurs qui concernent plutôt les cytochromes. Et on se propose de pouvoir prédire les événements initiateurs par rapport à des modèles QSAR, ignorer toutes les étapes intermédiaires et prédire la stéatose hépatique. Pour ainsi faire, nous avons récupéré des données relatives aux événements initiateurs dans la base de données TOSCAST. Nous avons fait dériver des modèles QSAR qui sont des arbres décisionnels qui permettent de les prédire. Grâce à cette prédiction, on peut passer au niveau suivant, donc à la prédiction de l'accumulation lipidique dans les hépatocytes en fonction des prédictions QSAR. Et si nous regardons l'air sous la courbe du graphe du taux des vrais positifs en fonction du taux des faux positifs, l'air sur la courbe, elle vaut 0,758. Ce n'est pas une valeur énorme. Il faut imaginer que d'habitude, elle peut arriver pour le criblage virtuel jusqu'à 0,8, 0,9. Mais ça permet quand même de comprendre que les modèles QSAR avec grâce aux AOP peuvent prédire un effet qui a lieu à niveau d'un organe. En ce qui concerne les mélanges et les AOP, il y a 3 possibles cas d'utilisation qui peuvent bénéficier à l'analyse de la toxicité des mélanges. Notamment, on peut identifier les scénarios les plus appropriés pour évaluer la toxicité d'un mélange chimique. Nous pouvons avoir 2 substances qui déclenchent les mêmes événements moléculaires initiateurs, et donc on peut appliquer le principe d'addition des doses. On peut avoir en revanche les principes d'action indépendante des 2 substances chimiques si elles convergent sur les mêmes effets néfastes, mais à partir des 2 AOP qui sont différents. Après, on peut voir une convergence au niveau d'un événement clé. Aussi, dans ce cas, nous pouvons utiliser le principe d'addition des doses. Et enfin, on peut voir la superposition des 3 cas de figure précédents et donc avoir une approche d'évaluation plutôt intégrée qui intègre tous les mécanismes. Il y a aussi la possibilité, grâce aux AOP, d'identifier les mélanges chimiques qui pourraient expliquer les résultats d'analyse épidémiologique et les réciproques, identifier les AOP qui peuvent être activés par des mélanges chimiques.
Il y a un article publié par Pistolato et al. Récemment au début de l'année qui illustre de quelle façon on peut utiliser les concepts des AOP pour évaluer la toxicité des mélanges chimiques. Donc, cet article, il s'est proposé notamment de mettre en place un système d'évaluation du danger chimique in vitro capable de prédire, comme effet néfaste, des troubles, des dommages cognitifs. Et l'objectif principal était de déterminer si ces substances, les substances qui composent un mélange, peuvent produire des effets sur le développement neuronal à des concentrations qui ne sont pas ou très peu neurotoxiques. Pour ainsi faire, les auteurs ont choisi 6 substances qui n'ont pas été choisies au hasard. Nous avons 6 substances qui sont très différentes d'un point de vue chimique. Nous avons le chlorure de plomb, les bisphénols A, les chlorpyrifos, les méthylmercure, l'acide valproïque et les PCB 138. Et de plus, ces substances ont été choisies parce qu'ils sont hétérogènes d'un point de vue chimique et ils ont été étudiés et trouvés lors d'analyse d'études de biosurveillance. Ils ont analysé un mélange qu'ils ont appelé 3 cibles, un mélange composé par 3 substances qui ont un mode d'action similaire. Et pour les 3 substances en bas, en revanche, un mélange composé par ces 3 substances, est composé par 3 substances qui ont un mode d'action qui est différent. Et après, ils ont utilisé et analysé un 3e mélange qui est composé par toutes les substances. Et les AOP rentrent en jeu à ce niveau-là. Il leur permet d'analyser 7 AOP qui sont repérés en littérature à des niveaux de qualification plus ou moins différents, mais qui amènent comme un effet néfaste à des dommages cognitifs. Et en passant par 3 événements clés communs, notamment une altération du niveau du facteur neurotrophique issu du cerveau, une altération de la synaptogenèse, une altération des fonctions des connexions entre les neurones. Et les 2 mélanges que j'ai décrits de façon précédente, il y a les mélanges composés par le chlorure de plomb, les BPA et le chlorpyrifos, qui a un mode d'action qui interagit avec les niveaux du facteur neurotrophique issu du cerveau, en action directe, et en revanche, les mélanges composés par les 3 autres substances ont un effet sur la synaptogenèse et sur les connexions entre les neurones, mais pas un effet direct sur les facteurs neurotrophiques issus du cerveau. Donc, après avoir fait cette analyse, identifié 3 événements clés partagés communs, ils ont pensé de faire recours à un système in vitro qui est composé par des cellules souches pluripotentes induites humaines, donc tout d'un coup avec la pertinence humaine, qui se différencient en neurones et en astrocytes, et par immunocytochimie quantitative, ils ont pu, disons, quantifier des marqueurs, notamment pour les facteurs neurotrophiques issus du cerveau, comme des anticorps qui sont dirigés contre ces facteurs neurotrophiques, pour la formation des synapses, en regardant des analyses conduites avec des anticorps pour la synaptophysine et la protéine postsynaptique D95, qui quantifient la formation des synapses, et pour la formation des connexions entre les neurites, il y avait la quantification de la tuboline, toujours par immunocytochimie. Ils sont arrivés à des conclusions intéressantes, notamment ils ont mis en évidence une augmentation significative des marqueurs synaptiques après 3 jours. Donc déjà après 3 jours, avec les mélanges similaires et toutes les molécules ensemble, il y avait des effets significatifs, une synergie pour la synaptogenèse à une utilité toxicologique inférieure et en réponse majeure de 5%, leur benchmark dose, et un impact toxicologique du mélange caractérisé par une modulation similaire qui était plus marqué que les autres mélanges. Toujours, selon moi, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont mis en évidence des effets de compensation, donc l'augmentation de la LOEC, à 14 jours et un effet de contrebalancement de l'acide valproïque et du PCB sur la longueur des neurites. Et les phénomènes in vitro reproduisent certains aspects histologiques liés à l'autisme.
En ce qui concerne la biosurveillance, il y a une interaction possible avec les concepts d'AOP et cette interaction a été mise en évidence par un article publié par Mustiel et al. En 2020 et ça fait référence à l'initiative européenne HBM4EU, donc des biosurveillances, qui s'est proposé de trouver des biomarqueurs d'effet qui servent à compléter les informations issues de l'hispologie pour les bisphénols A. Et après une analyse de plusieurs milliers d'articles, ils ont analysé dans les détails 119 articles, ils ont identifié des biomarqueurs corroborés par de l'information mécanistique, c'est-à-dire ils ont focalisé l'attention sur des AOP qui permettent de corroborer les biomarqueurs identifiés et notamment, ils ont identifié un biomarqueur qui était lié à un manque de connaissances, un knowledge gap, donc une lacune informationnelle prioritaire, qui c'était sur les fonctions cérébrales et c'est toujours, comme on a vu dans la diapo précédente, les BDNF, les facteurs neurotrophiques issus du cerveau. Donc, pour ainsi faire, ils ont analysé 3 AOP. Ces 3 AOP, c'est les 54 sur les 54, les 12 et les 13 qui sont sur les premiers, c'est sur les sympores du sodium et de iodure. Et les 2 autres, ils sont sur l'antagonisme prolongé des récepteurs du N-méthyldiaspartate, qui ont des fonctions très importantes au niveau du développement du système nerveux. Et pour chaque événement clé, ils ont mis en évidence les références bibliographiques qui apportent des preuves sur l'effet du BPA et les 3 AOP qui amènent donc à des dommages cognitifs ont un point d'intersection critique qui est une réduction du BDNF, du facteur neurotrophique, qui est donc les biomarqueurs qu'ils ont mis en évidence. En guise de conclusion, il faut dire que les AOP, ils ont plusieurs propriétés intéressantes, notamment ils sont une base de données qualifiée. Il permet de former une base de connaissances communes pour des discussions argumentées dans un contexte réglementaire. Ils sont transparents. Et ils peuvent être approuvés dans des cadres réglementaires, comme par exemple par l'OCDE. Il y a une procédure de qualité aussi qui les accompagne. En ce qui concerne la quantification, j'ajouterai un bémol parce que c'est quand même une des limites des AOP. C'est très difficile de quantifier les Key Element Relationships. Les avantages, c'est qu'ils permettent juste des discussions et prises de décisions éclairées en toxicologie réglementaire. Ils sont un moyen très excellent pour transférer des connaissances vers les décideurs. Ils peuvent guider, comme on a vu dans les travaux d'Epistolato, la conception des nouveaux essais in vitro et des recherches en toxicologie. Ils peuvent être couplés avec les Aggregate Exposure Pathways, qui sont un concept qui est analogue, c'est les correspondantes des AOP pour l'hispologie, et donc les Aggregate Exposure Pathways peuvent prédire la concentration de substances dans les sites d'action biologique et donc formaliser les traits d'union entre l'hispologie et la toxicologie qui, après, avec les AOP, ira jusqu'à l'effet néfaste au niveau des individus d'une population. Après, ils peuvent corroborer les choix des biomarqueurs d'effet, comme on a vu grâce à l'initiative HBM4EU, et ils peuvent s'avérer utiles lors d'évaluation de la toxicité d'un mélange chimique. En ce qui concerne les limites des AOP, il y a un problème, à mon avis, très aigu, c'est-à-dire qu'il y a la crise de reproductibilité des expériences scientifiques, et compte tenu qu'un AOP est formalisé en fonction d'un travail de recherche bibliographique, si les expériences sur lesquelles il se base, sur les poids de la preuve sur lesquels les AOP se basent, il n'est pas reproductible, il n'est pas robuste, les AOP ne pourront pas être valides. Après, il y a des difficultés considérables liées au passage de qualitatif au quantitatif, notamment à des problèmes qui sont liés à la prise en compte aussi de la dimension temporelle pour les OP quantitatifs. Il y a les problèmes du manque de toxicité. Autrement dit, est-ce que si une substance n'active pas tous les OP qu'on connaît, on peut dire que la substance n'est pas toxique? C'est un problème assez général, mais qu'on retrouve aussi par rapport aux OP. Après, il y a une certaine tendance peut-être à formaliser des événements clés qui sont trop généraux, et donc qui regroupent plusieurs états cellulaires.
La séparation entre toxicocinétique et toxicodynamique que j'ai citée dans ma toute première diapo, elle peut être, disons, remise en question, mais il est vrai qu'avec l'intégration avec les aggregate exposure pathways, on arrive à pallier à ces manques, à ces séparations que certains considèrent comme étant pas appropriées. Et après, d'un point de vue plus général, il y a aussi tout ce qui concerne la validation, la mise à jour et, disons, un suivi qualité des AOP qui n'est pas tout à fait simple car ils sont complexes et il y a plusieurs parties prenantes qui rentrent en jeu. Avec cette diapo, j'ai terminé ma présentation. Je me permets de vous conseiller une revue que j'ai coécrite avec le professeur Marcel Leist sur les AOP pour en savoir davantage et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre.